Vous entendre, je comprends que c'est une question de jalousie entre vous et M. Alinguete. Donc, on va dire que vous dites que M. Alinguete est jaloux parce que lui n'a pas été ce que vous avez été. Mais nulle part vous dites ce que lui a été que vous n'avez pas été. Alors, la question c'est de savoir, l'indignation ne se trouve pas du fait que vous avez construit une université, mais le moyen obtenu. Les gens voudraient savoir si vous connaissez un seul Premier ministre dans le monde qui, pendant l'exercice de son pouvoir, a créé une université. Et donc, savoir si tous les dirigeants devraient faire comme vous, ça veut dire construire des hôpitaux, des universités, que devient la société? Ma deuxième question, vous vous reprochez de quoi exactement? Parce que M. Alinguete n'a pas cité votre nom directement. Vous vous reprochez de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer que toutes les apparences sont contre vous? Parce qu'on a comme l'impression que tous les noms qui sont cités, on n'a pas encore cité les noms, on a parlé de 7 personnes qui seraient impliquées, tantôt 10 personnes. Mais pourquoi on n'a pas entendu 9 personnes parler, 8 personnes parler? Il n'y a que M. Matata qui se préoccupe de la question. Si vous êtes si consciencieux et que vous n'avez pas de problème, pourquoi vous ne vous taisez pas? Vous ne restez pas tranquille et attendez que la justice fasse son travail. J'ai dit. M. Matata a besoin d'être nommé inspecteur général des finances, je ne pense pas. Et je ne vois pas là où la jalousie se situerait. D'où viendrait cette jalousie? Il n'y a rien entre moi et l'inspecteur général des finances. Comme je l'ai dit, c'est un ancien collègue des classes à l'université. Et donc, il n'y a pas une question de jalousie. Bien au contraire, on reste des collègues et on lui souhaite plein succès dans son mandat d'inspecteur général des finances. La deuxième question, c'est de savoir si on connaît des dirigeants politiques qui ont construit des universités et qui ont construit des hôpitaux. Ben, je ne sais même pas aller à l'extérieur du pays. Dans ce même pays ici, monsieur le journaliste, vous qui posez la question, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux, des centres de santé, tout simplement parce que peut-être la configuration de ces centres de santé ou des hôpitaux ne vous amène pas à les citer ici. Nous avons vu des universités en paille qui portent les noms des hommes politiques dans ce pays. Vous le savez très bien. On a vu des centres de santé en paille, des écoles en paille qui portent les noms de leurs initiateurs. Il n'y a pas longtemps que hier, j'ai encore vu dans les réseaux sociaux une école d'une certaine province qui porte les noms des noms politiques en fonction. Comment voulez-vous théâtraliser une situation alors que vous avez vous-même la réponse? Je ne suis pas la première personne ayant été politique ou étant politique à vouloir investir dans un domaine aussi précieux que l'éducation et la santé. J'aurais souhaité que vous posiez la question autrement. Monsieur Matata, qu'est-ce qui gêne qu'il n'y a que ce que vous avez fait qui est mis en évidence contre tout ce qui a été fait par les autres? Mais à ce moment-là, vous trouverez vous-même la réponse. S'il y a une université que les gens apprécient, où les enfants quittent l'ensemble du pays et ils vont étudier, où est le mal? Si on construit un hôpital qui respecte les standards internationaux, et les gens s'y font soigner comme s'ils étaient dans de meilleurs hôpitaux, mais quel est le mal? Chacun d'entre nous doit construire une université en paille pour être félicité par les journalistes. Chacun d'entre nous doit construire un centre de santé où les gens dorment à même le sol pour être félicités par des journalistes. C'est inimaginable. Et je me rappelais les démons de la médiocrité soulevée par Anissé tout à l'heure. La réponse est claire, je ne suis pas le premier et j'imagine que je ne serai pas le dernier.
Et je ne vais même pas chercher des exemples ailleurs. Dans ce même pays, je ne vais pas citer des noms. Des ouvrages scolaires, universitaires, médicaux, conçus par des politiciens existent. Mais on ne les cite pas. Vous vous reprochez de quoi Pascaline Guité n'a pas cité votre nom. Mes chers amis, j'espère que vous avez les yeux qui ont le même qualificatif que ce que moi j'ai. J'espère que vous avez les mêmes oreilles qui ont la même qualité que moi j'ai. Nous avons projeté quelques documentaires ici. Est-ce que vous avez vu et vous avez entendu? Et je vous ai dit que je n'ai jamais parlé de Bukangalonzo depuis que j'ai quitté le gouvernement, ça fait 4 ans. Mais vous avez entendu, quand on parle de Bukangalonzo, on cite le seul nom de celui qui n'était pas impliqué dans la gestion financière et technique du projet. Donc, moi je pense que vous avez la réponse à votre question. Pourquoi vous ne pouvez pas vous taire par rapport aux sorties intempestives de l'IGF? J'ai déjà répondu à cette question. On ne peut pas laisser le mensonge remplir le cerveau des Congolais. Et puis l'inspection générale des finances, beaucoup de gens l'ont dit, n'a pas pour mission de faire des sorties médiatiques. L'inspection a pour mission d'auditer et de transmettre des rapports à qui des droits. Michel Nguité n'est pas le premier inspecteur général des finances qu'on a connu dans ce pays. Mais avant lui, il y a eu des prestigieux inspecteurs généraux des finances, dont on ne connaît même pas les noms. Même le précédent, Batou Benga. Moi, je l'ai connu parce que j'étais Premier ministre. Mais qui le connaissait? Combien de conférences de presse a-t-il fait? Vous voulez dire qu'il était moins inspecteur général des finances que celui d'aujourd'hui? Mesdames et messieurs, chacun doit faire son travail et se limiter dans la sphère professionnelle de son travail. Je voudrais vous livrer la quintessence de ma conception de l'affaire Bukangalonzo, parce que depuis que beaucoup ont commencé à parler sur ce projet, je n'ai jamais tenu de point de presse. Je n'ai jamais expliqué par allocution, par présentation, ce que c'est le projet Bukangalonzo, parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Mais face à la flambée des interventions des uns des autres, et souvent des interventions mal ficelées, des interventions ne disant pas la vérité, nous avons été obligés d'intervenir parce que le mensonge, à force d'être répété, sans une intervention, la vérité peut paraître comme une vérité. Et c'est ce que je pense, pour commencer mon intervention, je dirais, peu importe les temps ou les circonstances, la vérité ne s'évanouit jamais. Pendant que j'étais Premier ministre, plusieurs membres de mon parti, le PPRD, et plusieurs autres membres du FCC ont cherché par tous les moyens à m'éjecter de ce poste de Premier ministre que j'occupais. Mais pour y arriver, il fallait trouver des voies et moyens. Et l'un de ces moyens, c'était de pouvoir monter des dossiers, et parmi lesquels les dossiers de Bukangalonzo. Soit disant que le projet n'était pas pertinent, soit disant que les sols n'étaient pas appropriés, ou alors qu'il y avait une mauvaise gouvernance dans ce projet. Et juste après ma démission de la primature, à fin décembre 2016,
une campagne systématique a été instrumentalisée justement pour saboter ce projet. Face à la persistance et à l'amplification des fausses rumeurs autour de ces projets, j'avais pris l'initiative d'écrire à l'inspection générale des finances pour que la lumière soit établie sur ces dossiers. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, il était anormal que depuis des années, des rumeurs sur le détournement des fonds des Bukangalozo persistent et que personne ne puisse demander qu'une enquête soit faite et que des audits soient faits. Parce que tout le monde qui commanditait ces rumeurs, tout le monde qui commanditait ces faussetés savait que le principal incriminé n'en était pas responsable. Et donc, il était inutile de pouvoir initier un audit ou une enquête de quelque nature que ce soit. Suite à ma lettre, et pour votre information, dans cette lettre-là, j'ai demandé que l'audit ne soit pas fait uniquement sur le projet des Bukangalozo, mais que l'audit soit fait sur tous les projets qui ont été exécutés sous ma responsabilité directe ou indirecte depuis 2003, quand j'étais directeur général du BCECO, en passant par le ministère des Finances, parce que j'y ai été ministre, et à la primature, où j'étais Premier ministre. Pourquoi? Parce que je sais que ce dossier de Bukangalozo va finir et il sera démontré que je n'ai pas été impliqué ni directement ni indirectement dans la mauvaise gouvernance, mais que demain après-demain, on va encore sortir d'autres dossiers. Et voilà, les bâtiments intelligents, l'aérogare international de Kinshasa, les écoles, les stades municipaux, parce que c'est la seule période où il y a eu un Premier ministre, où il y a eu beaucoup de réalisations, mais alors ils savent que nous allons toujours piocher là-dedans. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'audit complet soit fait pour que la communauté nationale et internationale soit informée si effectivement il y a eu détournement ou pas. L'IGF, effectivement, a accepté de faire l'audit. Et après l'audit, l'IGF m'a envoyé une feuille d'observation pour pouvoir demander les détails sur certaines questions et finaliser les rapports. Et j'ai répondu en donnant toutes les informations demandées par l'inspection générale des finances. C'était par ma lettre du 25 novembre 2020. Vous aurez tous ces détails sous pluie qui vous sera remis juste après ce point de presse. Le 3 décembre 2020, l'IGF nous envoie un rapport, une note de synthèse du rapport d'audit concernant la partie relative à M. Matata. Je réponds à l'IGF pour dire c'est moi qui ai demandé l'audit sur Bukangalozo. Conformément aux règles d'usage, vous m'avez envoyé une feuille d'observation pour que je réponde aux interrogations irrelatives. Et j'y ai répondu. La règle internationale en termes d'audit recommande en ce que lorsque le rapport provisoire est établi, qu'on l'envoie à l'audité et que l'audité puisse donner ses avis. Et ceci n'oblige pas l'auditeur à pouvoir absolument prendre en compte
les observations de l'audité. Mais, comme vous le savez, nous avons été tous surpris par la presse en voyant les responsables de l'IGF donner le principal conclusion de l'audit à la presse. Moi-même, je l'ai aussi appris par la presse. J'ai demandé par téléphone à l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete, qui a eu le plaisir de me prendre au téléphone le même jour. J'ai dit, je viens de suivre par la presse que vous avez envoyé des rapports d'audit à la justice. Mais moi qui ai commandé ces rapports, je n'ai pas reçu des copies. Et il me dira, demain, on vous enverra les rapports. Demain, on vous enverra les rapports. J'ai attendu pendant une semaine, je n'ai pas eu de rapport, en dépit de la confirmation de l'inspecteur général des finances. Et j'ai écrit une lettre pour dire, Monsieur l'inspecteur général des finances, vous nous avez promis le rapport, nous ne l'avons pas reçu, cela fait une semaine, est-ce que vous pouvez nous envoyer ce rapport? En lieu place du rapport, l'inspecteur général des finances nous enverra une note synthèse du rapport d'audit concernant la partie du Premier ministre honoraire. J'ai dit bien une note synthèse, parce que vous êtes des professionnels, vous savez ce que c'est la différence entre une note synthèse et le rapport. Curieusement, nous avons vu, toujours par la presse, un communiqué officiel de l'IGF indiquant que l'IGF a envoyé à l'ancien Premier ministre le rapport de la partie le concernant. Vous aurez une copie de cette note synthèse que l'inspecteur général des finances nous a envoyée et il vous reviendra de faire la différence, parce que le français n'est pas notre langue, entre ce que ça veut dire note synthèse du rapport et le rapport. Et ça, je vous laisse à vous, les professionnels. Certains d'entre vous ont certainement fait la section littéraire, moi j'ai fait la section commerciale, donc je suis mieux outillé pour savoir la différence entre une note synthèse du rapport et le rapport lui-même. J'ai reçu la note synthèse, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, vous m'avez envoyé une note synthèse et j'ai plutôt demandé les rapports. La réponse, silence radio. Mais pendant ces temps, beaucoup d'interviews sur la presse pour évoquer les questions de détournement. Je pense qu'il était important qu'on puisse réagir, étant donné que, comme je l'ai dit d'emblée, que le mensonge, à force d'être répété, il devient une réalité. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, tout au long de cette enquête d'audit, certaines personnes qui échangeaient avec les inspecteurs chargés d'enquêter, ces inspecteurs disaient « Ah, mais vous savez, ces dossiers, c'est un dossier politique. » Est-ce que, chers amis de la presse, distingués invités, l'inspection générale des finances a-t-elle une mission d'audit politique? Parce que les inspecteurs, disaient-ils, il s'agit des dossiers politiques. Et vous comprenez pourquoi les conclusions de cet audit sont effectivement politiques. L'intervention, mesdames et messieurs de la presse, consiste à démontrer, sur base de faits, quelles sont les insuffisances techniques de cet audit. Insuffisance numéro 1. Vous aurez, comme je vous l'ai promis, la note synthèse
globale de l'IGF. Vous l'aurez. Mais ici, j'essaie de démontrer point par point les insuffisances techniques et professionnelles de ces conclusions. L'IGF affirme qu'il n'existe pas d'étude de faisabilité proprement dite sur le parc agroindustriel Bukangalonzo. Il est très étonnant, mes chers amis, que l'IGF, à qui on a remis tous ces documents, arrive à une contre-vérité. D'abord, je voudrais partager avec vous, je sais que vous le savez bien, quelle est la définition d'une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité dans la gestion du projet dénote une étude ou une série d'études dont l'objet principal est de vérifier que le projet à mettre en œuvre serait techniquement faisable et économiquement viable. En général, une étude de faisabilité comprend les principaux volets suivants: études techniques, études commerciales, études économiques, études juridiques et études d'organisation. Mesdames et messieurs de la presse, voilà devant vous 7 études qui ont été faites pour préparer le parc de Bukangalonzo. 7. Je vous fais grâce des autres études, mais je vous signale qu'il y a 2 études principales, parce qu'il s'agit d'un projet agricole. L'étude principale, c'est l'étude de sol. Et l'étude suivante, c'est l'étude financière. Si vous regardez très bien, vous allez voir au point 2 l'analyse détaillée du sol. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'une telle analyse a été faite. La première fois. Et quand vous regardez au point 4, il y a l'analyse financière qui a été faite par KPMG. Mais, comme vous l'avez vu, le chef dit qu'il n'y a pas eu d'étude sur cette projet. Donc, il advient que la conclusion d'après laquelle la conception du projet de Bukangalonzo était bâclée semble être d'une part une accusation fausse, précipitée et sans fondement, et d'autre part un argument alimenté par un raccourci avec des mobiles externes au dossier. Et donc, c'est une conclusion politique face à une vérité technique irréfutable. Insuffisance numéro 2. Le non-respect des procédures relatives à la passation des marchés publics qui serait à la base de toutes les difficultés dans la programmation et la réalisation de ces projets. Ici encore, mesdames et messieurs, distinguez la presse. L'IGF répond des propos que l'on diffuse régulièrement dans les réseaux sociaux. Mais il faut considérer certains faits importants ci-après. Le principe de gré à gré que nous avons utilisé pour recruter l'entreprise était justifié par le fait suivant. 1. La mise en œuvre d'un concept de parc agro-industriel nécessitait une entité disposant des compétences non seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine des constructions et des équipements agro-industriels. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo nécessitait qu'on érige des routes, qu'on construise des maisons, qu'on construise des écoles, qu'on construise des hôpitaux, qu'on monte des industries, qu'on canalise des eaux, parce qu'il devait y avoir irrigation. Et tout ça, mesdames et messieurs de la presse, il s'agissait d'une entreprise multisectorielle qui devait être recrutée pour implanter, non pas une ferme agricole à la manière dont tout le monde pense dans notre pays, mais l'installation d'une ville agro-industrielle dont la dimension devait être un peu plus de 8 fois la ville de Paris. Mesdames et messieurs, est-ce que les gens comprennent ce qu'était la grandeur de ce projet? 2. L'expérience similaire s'est soldée par un échec lorsqu'on a lancé l'appel d'offres pour pouvoir recruter une entreprise qui devait relancer les activités de l'AIPN. Troisièmement, les gestionnaires
Africom qu'on recrutait était très intéressé parce qu'il avait déjà une activité dans la construction d'une industrie des engrais chimiques dans le Congo central, particulièrement à Goma. Et à l'époque, c'était notre élément important, Africom, qui avait déjà 3 ans d'âge, donc ce n'était pas une jeune entreprise, qui a été fabriquée dans les règles internationales, l'expérience minimum de 3 ans est requise. Et Africom avait 3 ans d'âge et comportait en elle-même près de 15 entreprises multisectorielles. Vous le savez aussi, ça c'était notre argument, le secteur agricole, c'est un secteur prioritaire et sécuritaire. Mesdames et messieurs distingués de la presse, l'agriculture, c'est un domaine de sécurité nationale. Il y avait aussi l'urgence, la complexité et la particularité du marché qui faisait que les gré à gré pouvaient prendre, la compétition du marché, l'appel d'offres pouvait prendre suffisamment du temps. In fine, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un cas précis qui a été expérimenté par une procédure d'appel d'offres par une institution aussi sérieuse que la Banque mondiale pour le développement d'un parc industriel de Nkundi dans la vallée de Luala à Luozi dans le Congo central. Ça a pris 3 ans pour qu'on puisse, au terme de 3 ans, obtenir juste une étude. Et je pense qu'on ne pouvait pas attendre 3 ans pour monter un parc agro-industriel de cette nature. Là aussi, on peut le comprendre qu'il s'agit plutôt d'une conclusion politique face aux exigences techniques évidentes qui exigeaient les gré à gré tels que je viens de vous le démontrer. Et faut-il souligner, mesdames et messieurs la presse, distingués invités, les gré à gré est aussi une procédure reconnue comme un mode de passation des marchés lorsque les conditions l'exigent. Deuxième fait, à propos du choix des Africains. Ici, je voudrais dire qu'il y a une équipe multisectorielle composée des experts du ministère du portefeuille, des finances, de l'agriculture et de la primature qui ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud pour pouvoir enquêter sur les capacités techniques et financières de l'entreprise Africom et s'assurer qu'elle était à mesure de pouvoir accomplir la tâche. Les ministres du portefeuille, les ministres des Finances, les ministres de l'Agriculture ont désigné des experts qui, avec ceux de la primature, ont fait des déplacements à l'Afrique du Sud pour s'assurer des compétences techniques et financières de cette entreprise. Ces experts, comme vous pouvez vous l'imaginer, ont été désignés en bonne et due forme par les responsables de ces ministères. Et il devient anormal de pouvoir dire que le ministère sectoriel, si cité, n'était pas impliqué. Parce que personne ne peut désigner un expert sans avoir été informé de la pertinence du projet. À propos du contrat lui-même, qui a été signé par Africom, c'est le fait numéro 3. Nous avons demandé à ce qu'Africom soit recruté pour effectivement des raisons d'efficacité, des raisons d'efficience et des raisons de bonne gouvernance. Et l'Africom a signé un contrat
à bonne et due forme. Et il était de nos prérogatives de veiller à ce que ces contrats puissent être exécutés de manière tout à fait rationnelle. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'un audit externe soit fait afin que les comptes de gestion financière de ce projet soient conformes à la bonne gouvernance. C'est depuis 2014 que par mon instruction personnelle, le processus de recrutement d'un cabinet international, en l'occurrence Ernst Young, le processus a été lancé et Ernst Young a été recruté en 2014 au cours de la même année que le projet a été lancé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez me donner raison pourquoi je n'ai pas recouru à une structure publique. Parce que si c'était une structure publique, vous vous rendez compte dans quelle situation nous nous trouverions. Parce que lorsque Ernst Young audite ce projet, il n'y a pas eu de folklore. Et le résultat d'Ernst Young était clair. Nulle part on a cité la primature et encore moins le Premier ministre. Peut-on dire que l'inspection générale des finances est mieux outillée qu'une structure comme KPMG qui fait partie des 5 grandes entreprises d'audit internationales? Le Big Five, comme on l'a dit, en termes courants. Donc, on voit très bien qu'il s'agit de conclusions politiques et non pas techniques. Insuffisance numéro 3. Le Premier ministre honoraire est responsable intellectuel. Mes chers amis, notez bien, responsable intellectuel. L'UGF a maintenant la capacité doctorale de déterminer des responsabilités intellectuelles d'un projet dans un domaine qui n'est pas financier. Il est très difficile, mesdames et messieurs, de comprendre la démarche de l'IGF dans l'émission d'une telle conclusion.